présenter pour cette table ronde Nicolas Etienne. Je vais demander de nous rejoindre. Donc Nicolas Etienne, qui est chargé de communication à Santé publique France. Charline Vermont, créatrice de contenu d'éducation à la sexualité et au consentement. Macha Logneski, chargée de mission santé sexuelle et public LGBT à 6 associations. Diane Soriquier, éducatrice et formatrice en santé sexuelle, et Cathy Navarro, conseillère conjugale et formatrice au planning familial. Je vais m'asseoir aussi, ce sera plus confortable. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette table ronde. Tout d'abord, ça va être un petit peu la même structure que la table ronde de tout à l'heure. Je vais vous demander à chacun, chacune, de vous présenter qui vous êtes, enfin, votre parcours et les services que vous offrez. Allez, vas-y. À toi, Nicolas. Donc, je suis Nicolas Etienne, je travaille en ce moment à Santé publique France, à l'unité de prévention et de promotion de la santé sexuelle, dont on a vu plusieurs campagnes et sites dans la présentation de Sophie tout à l'heure. Et je suis notamment en charge des campagnes concernant le VIH et des dispositifs de marketing social dédiés au HSH, sous la marque SexoSafe. On est en train de faire évoluer ces dispositifs pour intégrer encore plus finement les services de SIS, afin de passer de l'information au terrain et inciter les gens à passer à l'action. Merci Nicolas. Charlie. Bonjour, Charline Vermont. Donc, je suis créatrice du compte Instagram Orgasme et moi. Sur Instagram, je fais du contenu éducatif et ludique à la sexualité, au consentement, à travers des posts, des films, enfin, des petites vidéos, des stories. À côté de ça, je suis également formatrice en santé sexuelle, je suis également praticienne en sexothérapie et autrice d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Corps, amour, sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser à destination à la fois des parents et des enfants de 5 à 12 ans. C'est ça. Je disais ça parce que j'ai lu avant de se rencontrer là aujourd'hui et excusez-moi si je prends un petit peu de temps, j'ai une petite anecdote, c'est que quand je suis passée à la caisse, que j'ai donné le bouquin, la caissière m'a regardée, elle m'a dit « Oh, il est vraiment très bien ce bouquin ». Je lui explique que j'allais te rencontrer. Elle me dit « Elle passe, je suis de Grenoble. Elle est où? Elle passe quand? C'est possible de me dire pour que je puisse venir parce que c'est vraiment intéressant ce qu'elle... Enfin voilà. Donc tu peux venir à Grenoble. Il y a un public qui t'attend. Merci. Charlie. Macha. Oui. Donc je m'appelle Macha Logneski, je travaille donc à SIDA Info Service, 6 associations. En tant qu'écoutante, j'ai la double casquette écoutante et chargée de mission santé sexuelle et public LGBT. Donc je suis assez fraîche et nouvelle dans l'association, vu que je suis arrivée en avril. Et un des projets sur lequel je me concentre particulièrement, c'est donc comme l'a présenté Aram un peu plus tôt, c'est Sexualité Info Santé, où donc effectivement on traite de toutes les thématiques autour de la santé sexuelle, de la sexualité au sens large, à travers donc, notamment nos dispositifs de chat et de mail. Donc c'est comme ça qu'on répond entre guillemets aux questions de la santé sexuelle. Merci. Ça marche. Oui, ça marche. Je m'appelle Diane Saint-Récré, je suis fondatrice de Sexy Soucis, qui est maintenant une asso qui fait des interventions sur le terrain, mais c'est aussi des vidéos diffusées par France TV Slash sur les réseaux sociaux, à destination des 15-25 on va dire, et aussi formatrice en santé sexuelle, formation professionnelle, et notamment j'ai eu la chance et l'opportunité récemment de faire des formations auprès des nouveaux et nouvelles écoutantes de SIDA Info Service en Ile-de-France et en Guyane. Tout à fait, merci. Cathy. Bonjour, donc moi je suis Cathy. Ça marche? Oui, alors moi je suis Cathy Navarro, je suis conseillère conjugale et familiale et formatrice au MFPF, Mouvement français pour le planning familial, dit plus connu sous le nom de planning familial. Je travaille dans la Loire, sur un planning dans la Loire, mais aussi je travaille à la Fédération Rhône-Alpes-Auvergne,
Voilà, on est plus centré, on met beaucoup d'énergie depuis un an, depuis qu'on est certifié Calliope, sur l'axe formation des professionnels. Voilà, donc j'ai un peu pris en charge depuis un an, un peu plus carrément, même complètement, la partie formation professionnelle. Merci. On voit à travers vos présentations déjà là une diversité un petit peu qui pointe dans votre façon de vous adresser au public, que ce soit sur les réseaux sociaux, Insta, Internet, groupe Facebook, enfin. Et puis, tu n'en as pas parlé, Cathy, mais il me semble que tu avais développé aussi tout un aspect auprès des réseaux sociaux quand il y a le confinement. Oui, alors, mais même maintenant, hein, c'est-à-dire que globalement, le planning reçoit, donc on travaille sur, on va dire, 5 axes. Un premier axe d'écoute, écoute en présentiel à la Confédération. Globalement, le planning reçoit à peu près 800 000 personnes par an en cours d'écoute. On fait aussi de l'écoute téléphonique par le biais d'un numéro vert, et puis aussi de l'écoute par le biais d'Instagram. Alors on n'est pas des pros Instagram, on est arrivé à se mettre, à pouvoir prendre de l'énergie pour travailler cette thématique-là, en tout cas dans la Loire, grâce au confinement. Voilà. Donc, mais on est resté, donc on a des contacts par là. On organise aussi des consultations médicales. Moi, j'aime bien dire qu'on a le service après-vente aussi, c'est-à-dire qu'on fait des interventions, mais à la fois on peut donner une réponse opérationnelle sur le terrain. On travaille aussi, donc, comme je vous l'ai dit, avec les professionnels, et puis on a la Confédération qui est plutôt sur l'axe, on va dire, un peu plus militant, des associations féministes et militantes. Très bien. On va devoir développer un petit peu ce que vous faites, hein, finalement, et préciser à quel besoin ce que vous avez mis en place répond. Parce que les canaux sont quand même un peu différents et ça ne s'adresse peut-être pas forcément aux mêmes populations, aux mêmes tranches d'âge. Quand on a préparé cette table ronde, on a pu se dire que Facebook, ça devenait has-been, enfin voilà. Donc il y a des nouveaux canaux, il y a TikTok, il y a Insta, enfin voilà. Donc c'est vrai que on développe des offres qui sont adaptées, bien évidemment, mais avec des réseaux et des canaux qui sont complètement différents. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quels besoins ils répondent en fonction du canal qui est développé ? Vas-y Diane, vas-y. En tout cas, en ce qui me concerne, quand j'ai lancé le site Sexy Souci, parce qu'à l'origine c'était un site qui existe toujours, en 2015, pour moi ça répondait à un espèce d'instinct comme ça que j'avais, qui était... J'étais déjà militante depuis plusieurs années bénévolement à Solidarité Sida, et j'avais l'impression que sur les questions de santé sexuelle, il y avait à l'époque, en tout cas parce que ça a énormément changé le paysage depuis 2015, mais à l'époque il y avait... soit du champ prévention des IST, mais très institutionnel, donc du coup avec le champ, enfin le registre de langage qui va avec et qui du coup n'est pas toujours accessible pour tout le monde, on peut dire ça, et puis surtout qui était pas forcément toujours inclusif concernant les personnes lesbiennes, gays, trans, je pourrais même dire non-binaires, intersexes, etc., qui n'étaient pas vraiment pris en compte. Donc il y avait ça, il y avait sur le côté un peu conseil relationnel, il y avait la presse féminine, avec ses conseils, la pipe ciment du couple par exemple. Donc ça c'est pareil, c'était un peu limité. Et du coup j'avais l'impression qu'effectivement il y avait un manque en tout cas c'était intéressant d'être à un endroit où à la fois j'avais de l'info précise parce que j'étais quand même formée sur ces questions-là, et une approche un peu décontractée et férocement inclusive. Donc pour toi, ça a démarré par Internet, en fait. Ouais. Nicolas ? Oui, alors notre dispositif est articulé aussi autour d'un site Internet qui se veut être référentiel en termes d'information et qui remonte assez facilement dans les recherches Google sur différentes thématiques en santé sexuelle. Et à côté de ça, on est sur les réseaux sociaux, donc Facebook, qui est certes ringard, mais qui se maintient en termes d'audience. On a une audience qui se renouvelle, mais qui reste à un niveau stable et assez élevé. Et Instagram, sur lequel on monte progressivement depuis quelques mois, et qui permet de toucher donc une cible différente en termes d'âge surtout, avec une partie un peu plus jeune sur Instagram et un peu plus âgée sur Facebook. Après, on est aussi présent sur le terrain, et on fait des campagnes de communication qui nous permettent de toucher des gens qui sont un peu... hors des réseaux, qui ne seront pas forcément concernés, et on trouve des ciblages un peu malins pour les toucher, quoi.
Donc tout est complémentaire en fait. Sur SexoSafe, on est bien d'accord, c'est plutôt ciblé pour les hommes ayant des relations entre eux. Oui, c'est pour les hommes gays et bisexuels. Ok. Charlie? Alors moi j'ai commencé mon premier blog, c'est Sexo, c'était 2015. Et moi je suis arrivée très tardivement en fait sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et en fait il y a quand même... alors moi je parle d'Instagram parce que clairement je pense qu'il y a un MeToo en fait, qui a pris place à la fois sur Twitter et qui a donné naissance à une cohorte en fait, de comptes militants, féministes, pour les droits des personnes LGBTQIA+, et vraiment avec une vraie énergie positive, un vrai cercle vertueux. Et quelque part, quand je suis arrivée là, il y avait des comptes sexos qui l'abordaient avec ce prisme, donc à la fois inclusif pour prendre que toutes les personnes se sentent comprises et incluses, et à la fois féministe, militant, où on va un peu démolir la sexo à papa. Et clairement, moi je me suis dit, mais c'est génial, la place pour tout le monde, allez, viens, allez, je monte au bar de la fête, et comme tout le monde. Et j'ai pas, personnellement, j'ai absolument pas anticipé mon blog, il y avait genre 30 personnes qui le lisaient, et j'ai créé mon compte Instagram. Et effectivement, il y a eu un effet, comme beaucoup de monde, ça a pris de l'ampleur. Tu peux nous rappeler, ou nous indiquer au niveau Insta des chiffres par semaine, par jour? Ouais, donc là aujourd'hui j'ai un compte à 563 000 abonnés de mémoire. Toutes les semaines je reçois 5 000 messages. Donc en fait j'écoutais Madame Navarro quand vous parliez du nombre de visites ou de calls annuels. Et je me disais, alors moi je suis à 700 par jour. Voilà, et en fait je suis quand même, c'est sur des chiffres... oui, voilà, je gérais très longtemps seule. Et cette année, alors moi je me suis formée, donc je suis praticienne en sexothérapie. J'ai connu une personne également sexothérapeute, et on est du coup 2 sexothérapeutes en fait à assurer. Alors moi je fais la création de contenu, qui est un contenu éducatif, ludique autour de la sexualité, du consentement essentiellement. Et il y a tout un après-service, un service après-vente également, qui est en fait toutes les questions en fait que ma communauté, qui est essentiellement composée, vraiment très largement, les 18, on va dire, 18-34. Si on prend les 18-34, on a 80% de la communauté, et c'est quasiment, c'est bien équilibré, vient poser des questions au quotidien sur à peu près tous les sujets. Et c'est, on est sur 700 messages par jour. Et ah oui, c'est absolument énorme. Et en fait, moi, ce qui m'a surprise, c'était qu'il n'y ait nulle part... pourquoi est-ce que ces questions, elles arrivent chez moi? Comment est-ce qu'on a aujourd'hui dans le paysage français actuel de santé sexuelle, où est le trou de la raquette qui fait qu'en fait, du coup, ces questions, elles arrivent à la maison, j'ai envie de dire, chez moi. Et du coup, moi, je fais énormément de réorientation d'abord. Donc en fait, j'ai des stories thématiques sur, il y a 100 sujets, parce qu'on ne peut pas faire plus de 100 stories à la une, s'il y en aurait déjà 200. J'ai fait 50 vidéos, voilà, et du coup, je passe une énorme partie de ma journée à dire, va regarder telle story, va regarder telle vidéo, donc pour que tous les sujets ont été abordés, de même que toi, tu as des sujets thématiques, c'est pareil. Et ensuite, je fais de la réorientation médicale. Donc en fait, très rapidement, on est sur, on va voir un psychologue, une psychologue, une médecin, sage-femme, kiné, ostéospécialisé en périnéo, urologue, andrologue, sexothérapeute, thérapie de couple, etc. Donc en fait, je fais un énorme effort de reventilation de tout ça. Et voilà, donc c'est ma charge au quotidien. C'est une belle charge. Macha, pour Sexualité Info Santé. Du coup, pour Sexualité Info Santé, je pense qu'on s'est inscrit un peu pareil, ce qui a été dit dans un climat où le sujet de la santé sexuelle, il y avait un vrai gap au niveau de l'aide et de l'écoute à ce niveau-là. Et je pense que aussi au niveau des appels, donc sur SIDA Info Service, il est sorti de plus en plus des thématiques autour de la santé sexuelle et de la sexualité, hors champ VIH, IST. Et donc il y avait besoin en fait d'avoir un canal dédié à la santé sexuelle, à la sexualité, pour être plus largement autour du consentement, etc., qui sont pas forcément, qui étaient il y a pas si longtemps que ça, à traiter, etc. Donc c'était très important. Et offrir un service, donc là par chat et par mail, qui puisse être une porte ouverte à toutes les personnes qui ont besoin d'en parler, qui ont des questions, qui ont besoin de se livrer, qui ont besoin d'une écoute,
à des horaires qui sont quand même très larges. Et c'est vrai que c'est un service qui permet voilà, d'être un soutien un peu omniprésent autour de ces questions-là. Donc c'est vrai que c'était important de développer surtout et de le développer encore et encore, parce que c'est vrai que, notamment auprès des jeunes, on va dire la formation à la santé sexuelle est quand même très manquante aujourd'hui, donc aussi pour faire de l'information. Et donc pour le coup, nous, je pense on n'a pas tellement de limite d'âge, on se veut assez large. Toute personne qui a des questions, quel que soit son âge, son genre, son orientation, etc., peuvent venir donc nous voir. Tu viens d'aborder la question de la formation. C'est une slide aussi que Sophie avait montrée sur l'obligation de 3 séances d'éducation santé sexuelle, vie affective. Enfin, je vais faire tout le package au niveau de l'éducation nationale. Là, dans ce que vous venez de dire, tous les 4, finalement, vous êtes des portes d'entrée et vous répondez en fait à un besoin d'information, enfin en tout cas un besoin d'expression, d'information, d'orientation. Cathy, par rapport à l'information, tu en as parlé, je veux dire, vous formez des professionnels. On forme des professionnels, mais par rapport à ce qui vient de dire, la porte d'entrée au planning, c'est plus dans nos centres de planification et dans nos lieux d'écoute. C'est plus le risque, la porte d'entrée. La porte d'entrée se fait moins par de la prévention pure et dure. C'est-à-dire, j'ai eu un risque et donc je viens au planning ou je téléphone au numéro vert. Notre travail de prévention, il se fait plutôt, on va vers de façon inclusive, on reçoit aussi de façon inclusive, on essaye d'aller vers tous les publics, peut-être plus particulièrement les personnes en situation de handicap, dans les foyers. Voilà. Et puis la formation, notre challenge un peu, c'est de dire que nous, on veut vraiment tuer la question de l'éducation à la sexualité pour les professionnels, pour qu'ils puissent ensuite faire de l'éducation à la sexualité, en tout cas permettre l'émergence de questions d'intimité dans des espaces qui n'est pas dédiés, pouvoir accueillir les questions. Donc c'est un gros travail autour des représentations. Et voilà, c'est une question qui n'est pas facile. Mais par contre, ça fait quand même quelques années que je suis au planning, je suis depuis les 25 ans, on porte le programme handicap depuis les années 2000. Dans les années 2000, quand on allait dans des structures pour parler d'éducation à la sexualité, honnêtement, on se faisait jeter, quoi. C'était vraiment pas simple, quoi. Et il y a vraiment un changement de mentalité pour les équipes. C'est-à-dire maintenant la question de la sexualité, même dans des foyers d'hébergement, la question de la sexualité, elle est accueillie. C'est-à-dire que maintenant, ça fait partie de la personne et de l'accueil éducatif et pédagogique des publics pour les professionnels et même des directions. C'est une question qu'on a abordée en fait quand on a préparé cette table ronde, le manque cruel finalement, pas d'espace, parce que il y a pléthore, j'ai envie de dire, d'endroits où on peut avoir de l'information, et qu'elles soient des bonnes informations, des fausses informations. Il y a à boire et à manger, hein, on sait bien sur Internet. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde avait évoqué sur cet aspect finalement de trouver la bonne information, enfin d'avoir le bon lieu d'écoute, le bon lieu de réorientation et de formation à destination des personnes qui accueillent, enfin qui reçoivent les messages. Tout à l'heure, Charline, tu parlais de démonter la sexo à papa. Ouais. Je pense que ça, c'est un travail qu'il y a à faire aussi, parce qu'en fait, au-delà du fait qu'on sait pertinemment tous que les 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle depuis le CP, genre c'est de la science-fiction à l'heure actuelle, mais vraiment quoi. Et puis même, en général, ça ne suffit absolument pas. Oui, et même ça ne suffit pas, même en 3 séances, on arrive à faire... Je sais pas, moi je suis tellement défaitiste, je me dis déjà si on avait ça, déjà ce serait pas mal. Ce serait mieux, ce serait moins pire, j'en sais rien. Mais en dehors de... Qu'est-ce que je suis en train de dire du coup? J'ai de la sexo à papa. La sexo à papa. Ah oui, bah c'est qu'en fait le problème c'est qu'aujourd'hui il y a plein de gens de bonne volonté et qui sont bien formés et qui ont envie de faire les choses bien, mais qui coexistent dans le même pays et dans la même profession parfois,
que des personnes qui ont des discours qui causent du tort, en fait, qui ont des discours, ce que tu appelles la sexo à papa, arrête-moi si je me trompe, c'est la sexo qui ne parle que de pénétration, pénis dans le vagin, et effectivement, quand on a un one-shot de 2 heures sur toute la scolarité, bien souvent, on va aller sur éviter de contracter le VIH ou l'IST, ou éviter les grossesses non prévues. Et les couples de lesbiennes sont là, cool, bah nous on n'a pas de problème, on n'a pas de risque, il n'y a pas de souci. Donc il y a vraiment cette question-là de parler à tout le monde, parce que si je parle de cet exemple-là, des meufs lesbiennes qui pensent qu'elles n'ont pas de risque, c'est qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement répandu et qui donne qu'aujourd'hui, moi sur des soirées, j'ai des nanas lesbiennes de 30 ans qui ont eu de nombreuses partenaires et qui n'ont jamais fait un dépistage, ou alors alternatives qui sont allées se faire dépister, à qui on a dit mais madame, revenez me voir quand vous aurez des vrais rapports sexuels. Ça dit tout, mais là ça pose pour moi la question de la posture, en fait, encore une fois, c'est une question de posture, d'où on parle et ce qu'on représente finalement. Non, mais ne nous posez pas la question de la légitimité, là. Je parle pas de légitimité. Non, mais de la posture. Tu vois, je parle parce que tu viens de dire, Diane, qu'il y avait plein, en fait. Hein, je l'ai dit aussi, tout le monde le dit. Et c'est vrai que ça pose la question de l'endroit où on est, de qui on est et à qui on s'adresse. Enfin, ça pose vraiment cette question-là, enfin, il me semble, dans le paysage. Enfin voilà, moi ça me pose cette question. C'est une question que moi je me pose beaucoup aussi, parce qu'à travers la Santé publique France, on représente le gouvernement, donc l'État français, et c'est très compliqué pour nous d'arriver avec une information qui vient dans l'ingérence de la vie sexuelle des gens. Donc je fais tout mon possible pour que cette présence de l'État et de Santé publique France soit minimisée par rapport à nos marques, le marketing social. Par contre, au niveau de nos dirigeants, les consignes sont totalement inverses. On est un peu dans une sorte de jeu du chat et la souris pour donner l'information aux gens qui soit juste et intéressante, et en même temps essayer de ne pas être dans une injonction gouvernementale dans un endroit où l'État n'a rien à faire. Pas simple. Cathy ? Je trouve que c'est ce qui a été évoqué là, en début d'après-midi. C'est vraiment la posture d'écoute, c'est pouvoir travailler à partir de ses propres représentations pour emmener les publics, quels qu'ils soient, vers une autonomie et un bien-être global de leur vie. Donc ça passe vraiment par travailler ses propres représentations. Et il me semble que pour la question de l'intimité, particulièrement de la sexualité, peut-être que selon l'histoire de vie, voilà, j'ai décidé, alors moi je me mets dans une posture de professionnel, voilà, j'ai décidé d'être éducateur, éducatrice, peut-être que les questions de la sexualité, moi j'ai pas trop envie de les aborder. Et il faut pouvoir faire, nous on fait une première journée qu'on appelle harmonisation des pratiques. En vrai, l'objectif c'est surtout pour que chacune dans l'équipe puisse repérer et dire clairement, moi je préfère mieux pas y aller. Et ça appartient aux professionnels qui ne souhaitent pas travailler cette question-là, parce que par rapport simplement à son histoire, ses valeurs, mais ça nous permet aussi de faire émerger les professionnels qui, eux, veulent bien s'en approprier et veulent bien ensuite travailler sur leur représentation pour accompagner les personnes au mieux dans ce qu'elles sont, sans baguette magique. Hein, c'est simplement faire un petit bout de chemin en accompagnant tranquillement des usagers, des usagères face à une difficulté qui peut être divers et variée sur la question de l'activité. Moi j'avais envie de réagir à ce que vous dites, et en particulier Nicolas, c'est-à-dire est-ce que les gens viendraient se confier à moi si j'avais une étiquette gouvernementale, étatique Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'institutions dans le pays, et pas seulement gouvernementales, c'est peut-être aussi au niveau associatif, qui souffrent d'une certaine image. Je pense que le planning familial également, voilà, comme la Santé publique France, et du coup je pense que moi la posture que j'ai, en tout cas, si c'est ça la question, je suis la meuf sympa, je suis la tata, il y en a qui me disent t'es notre petite maman à tous, ça me vieillit un peu, mais bon, pourquoi pas, mais voilà, qui ne jugera pas. Enfin, je pense que la posture, du coup je vais la mettre comme ça, c'est une posture de bienveillance, d'absence de jugement et d'écoute. Et en fait, ne serait-ce que de présenter ça, j'en reviens même si quand on ne fait rien, en fait on fait déjà beaucoup de bien. Et je pense que c'est ce qu'on vous apprend, moi je connais pas. Oui, tout à fait, c'est ça. Non mais c'est vrai que, Jean, ce que tu dis, c'est pas évident aussi de trouver
entre guillemets, sa place aussi dans dans ces questions de santé sexuelle, et du coup de trouver aussi une posture qui puisse être la nôtre et qui puisse correspondre aussi aux demandes des personnes qui nous contactent. Donc c'est vrai que c'est aussi essayer de jongler. Après nous on a cette posture aussi de professionnel dans le sujet. Donc voilà, mais il faut quand même réussir à établir une relation de confiance avec les personnes qui nous contactent, etc., sans qu'on soit, pareil, estampillé trop institutionnel, trop sérieux, parce que pour que la parole aussi se libère sur ces thématiques-là, donc il faut effectivement qu'on soit un peu plus, qu'on puisse être au maximum proche, entre guillemets, voilà, des personnes. Si je peux me permettre, je pense que la chance qu'a Charline, moi je me fais pas trop, mais c'est qu'en fait en n'étant pas institutionnel, tu peux parler de toi. Et que moi j'ai été bénévole pendant longtemps chez Solidarité Sida, et que je pense qu'ils ont beaucoup de jeunes dans leurs bénévoles, et donc c'est une mesure un peu de protection, on peut dire. En général, on nous dit vous parlez pas de vous. Vous parlez pas de vous, on n'est pas là pour ça, vous parlez pas de vous. Et ben quand j'ai commencé à faire des actions avec ma propre association, que j'ai décidé que au diable je m'autorisais ça, j'ai trouvé que ça générait quelque chose de différent dans la relation d'écoute, dans l'entretien, le fait de s'autoriser ça. Et je comprends très bien qu'il y a plein de cadres où c'est pas du tout le lieu, et du coup je pense que c'est complémentaire, et je pense que Charline, un des leviers qui fait qu'il y a cet attachement, cette identification, c'est aussi qu'en fait tu parles de toi tout simplement, et du coup ça te met comme sur un pied d'égalité avec les personnes, au lieu d'être en posture de sachante, que tu es par ailleurs, mais au lieu d'être dans cette posture-là, t'es juste genre, ah bah racontez-moi vos trucs, et moi aussi je vais vous raconter mes trucs, parce que c'est finalement quelque chose qui fait partie de la vie de la plupart des gens, et ça je pense que c'est un endroit précieux, spécial. Ce sont les outils de counseling et puis d'éducation populaire. Nous, après, c'est la structure aussi, en tout cas, moi je vais parler du 42 de la Loire, mais beaucoup de familles fonctionnent comme ça. Par exemple, nous, on reçoit sans rendez-vous. C'est-à-dire que quand émerge une question, quand on veut venir au planning, il n'y a pas de rendez-vous. Donc on peut passer, l'attente est collective dans un accueil, c'est-à-dire qu'on a des animatrices d'accueil qui font du lien entre les personnes. Donc il n'est pas rare de faire parler une femme de 40 ans avec une jeune lycéenne. L'idée c'est de faire du lien et dire face à cette question d'intimité, on est un peu tous à égalité et tous en interrogation. Et puis remettre aussi la difficulté de la personne dans un collectif. Tu n'es pas seul. Avec cette question hautement intime qui te préoccupe, tu n'es pas seul. Même par exemple pour la question de l'IVG, ça semble important de pouvoir dire cette histoire qui vous arrive, elle arrive à de nombreuses femmes. La ramener dans du collectif. Je vais aborder un autre sujet qui concerne la censure. Parce que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas nier, et on le voit bien régulièrement, on censure les posts selon leur contenu. Et la question c'est comment on communique malgré la censure qui est opérée sur les réseaux sociaux. Moi j'ai eu mon compte supprimé. Carrément. Ah ouais, non, en fait, oui, quand mon compte avait 3 mois, il a été désactivé par Instagram. Et heureusement qu'il y a une vraie sororité, qu'on nous a... ça a largement été diffusé, et les gens ont écrit à Instagram, rendez-nous, Orgasmez-moi. Orgasmez-moi est revenu en 10 heures. Je crois que c'est un record de désactivation et réactivation. Cela étant, on censure à mort. Moi, je m'auto-censure, du coup, le seul résultat, c'est l'autocensure. Il y a plein de choses que j'aimerais pouvoir dire, je ne dis pas. Et voilà, ensuite, je sais pas... Avec le micro, Diane, s'il te plaît. Pardon, je disais, je suis désolée, je fais sa publicité. Mais si tu as trouvé des moyens hyper intéressants de détourner ce truc, notamment de genre pas pouvoir montrer des organes génitaux, et tu as utilisé des super peluches hyper réalistes. Alors effectivement, je les ai pas amenées là, mais en fait c'est vrai que je me déplace jamais sans ma vulve en peluche, mon cliton en peluche, mon pénis et testicules en peluche, mon périnée en peluche. J'ai tout un monde de peluches, j'en ai plus que mes enfants. Et du coup, effectivement, je passe ma vie à montrer l'intégralité de ce que je veux en utilisant mes peluches. Et ça parle à tout le monde et ça dédramatise tout. Voilà, je fais ça effectivement, en plus, j'espère avec le plus de légèreté possible pour pouvoir, comme ça m'évite
bon, bah, j'espère, pour ne pas que le compte soit recensuré, désactivé tout de suite. Voilà. Ensuite, pour le reste, eh ben, je suis comme tout le monde, je fais au mieux. Ça demande effectivement, enfin tu l'as dit, hein, y a une entraide qui est évidente entre nous, enfin entre les différents partenaires. Et dès qu'il y a un message supprimé, un compte supprimé, paf, il y a derrière tout de suite une solidarité pour dire attention là, non c'est pas possible, c'est pas normal. Et effectivement, 10 heures c'est bien. Et ça demande effectivement beaucoup de créativité finalement pour communiquer, parce que ça n'a pas de soi. Mais alors bon, il n'y a personne d'Instagram qui est là, mais c'est pas grave. Moi, ça fait X fois que je demande ma certification, juste un petit macaron. Vous savez que toutes les stars de télé-réalité et autres personnes qui publient du contenu jamais sexiste, ni homophobe, ni rien, ont parfaitement. Et moi, par contre, Instagram refuse de me certifier parce que j'imagine que l'éducation à la sexualité, au consentement, eh ben, voilà, on s'en cogne. La question suivante, ça serait, on en a parlé tout à l'heure, comment on peut faire évoluer ces services pour encore mieux répondre on a parlé de trous dans la raquette, comment on identifie le trou dans la raquette alors qu'il y a pléthore finalement d'acteurs, à quel endroit se trouve le trou et qu'est-ce qu'on fait finalement pour le boucher, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas pour faire évoluer ces services. Alors nous, on essaie d'inciter les gens à passer à l'action, donc trouver toutes sortes de moyens pour faciliter la prise de rendez-vous, faciliter la demande de conseils ou faciliter la commande d'autotest, enfin tout ce genre de choses-là. Donc on met en place des petits services comme ça pour faciliter ça. Après, la plus grosse difficulté, c'est d'être identifié par les personnes. Dans un monde où il y a une surcharge d'informations, il y a une grande concurrence pour capter l'attention des gens. Et c'est là où c'est plus difficile, surtout quand on parle de sexualité, d'être présent dans l'esprit des gens et de devenir une sorte de référence ou de réflexe. Nous, après, c'est vrai que là où, bon, comme Aram l'a abordé tout à l'heure, peut-être aussi dans une certaine évolution d'un service, avoir une ligne d'écoute pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'écriture, etc., qui préféreraient avoir une voix derrière le téléphone pour parler des questions autour de la sexualité. Ça peut être aussi un moyen, une nouvelle offre qui pourrait venir combler un petit peu peut-être un manque à ce niveau-là. Et aussi peut-être, c'est vrai que comme tu le disais, se faire une place aussi et devenir une référence dans l'aide à distance autour de la sexualité, c'est pas simple. Et peut-être aussi travailler sur une sorte de cohésion entre tous les acteurs autour de la santé sexuelle. Avoir un pool de personnes ou de structures qui ont les mêmes manières de penser, la même manière de fonctionner, travailler ensemble parce qu'on a tous le même objectif, tous et toutes les mêmes objectifs. Donc voilà, travailler ensemble, avoir une certaine cohésion pour être le plus efficace possible finalement. Moi je dirais qu'on devrait être équipé à peu près pour éviter les trous dans la raquette. Si ces 2 séances, si la loi était tout simplement appliquée par l'éducation nationale, on sera à peu près équipé pour justement après avoir quand même gardé tous ces réseaux pour les questions qui sont plus personnelles. Mais c'est vrai que sur une séance de 2 heures en 4e, on ne peut pas véritablement faire une séance vraiment inclusive. Genre, on fait les pompiers, les pompières, on vient pour expliquer le minimum. Mais si la loi était simplement appliquée, je trouve que ça serait une grosse avancée. Voilà, il me semble qu'au planning, on essaye de solliciter vraiment souvent le ministère de l'Éducation nationale pour demander pourquoi. Alors c'est vrai qu'en interne, les professionnels ne sont pas formés. Les infirmières doivent faire des séances pour tous les sujets, maintenant Covid, etc. Mais si simplement ça s'était appliqué, avec des personnels vraiment formés et surtout du temps dédié. Demain, l'éducation nationale change un programme, rajoute une matière ou change un programme, toute la machine va se mettre en route pour appliquer ça. Voilà, cette loi, elle est là. Normalement, il y a 2 séances, elles doivent être identifiées, alors c'est minimum, 3 séances. Voilà, c'est quand même pas grand-chose par an. Normalement, elles devraient être identifiées.
Et ça pourrait être un poids politique qu'on pourrait faire sur l'éducation nationale. Cathy, pardon Diane, vas-y, je t'en prie. Juste pour dire que je pense qu'un des points d'amélioration, c'est aussi la communication avec les parents, par exemple. J'en parlais rapidement avec Charline tout à l'heure, vu qu'elle vient de sortir un livre qui s'adresse aux enfants et à leurs parents. Un des gros problèmes sur l'application de l'éducation, la loi sur l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire, c'est la panique morale totale des gens quand on parle d'éducation à la sexualité des enfants. Ils sont là, mais quoi ? Vous vous souvenez peut-être de ce qui s'est passé au moment des ABC de l'égalité. Tout le monde qui était en train de dire on va apprendre à nos enfants de 2 ans à se masturber. Alors déjà, premièrement, il y en a qui ont déjà commencé. C'est des choses à faire des fellations et du BDSM. Oui, voilà. Et deuxièmement, là, je pense que ça touche aussi sur l'application de la loi. Quelle volonté politique il y a en fait de communiquer aux parents un programme détaillé de quoi on va réellement parler, si on peut dédramatiser les choses, les impliquer là-dedans. Je pense que ce chaînon-là, il manque beaucoup. Le chaînon d'adresser les parents, de leur dire que non, en maternelle, on ne va pas leur parler de BDSM, on va leur parler de rapport au corps, à l'autre, de limite, on va poser des bases pour parler de consentement qui font que quand qu'on sera plus dans la même situation aujourd'hui, où on les voit en one shot une fois à 15 ans, et où c'est déjà, je ne vais pas dire c'est trop tard, c'est mieux que rien, mais en fait, il a déjà pu se passer de nombreuses violations du consentement, il y a pu y avoir plein de problèmes. Et donc du coup, voilà, c'est un vrai chaînon manquant, quoi. La communication avec les parents, la volonté politique et les sous, quoi. Enfin, c'est quand même le nerf de la guerre, quoi. Absolument. Cathy, quand on a préparé cette table ronde, tu as employé un terme, le promeneur du net. De quoi s'agit-il? Alors, on est bien modeste sur Internet par rapport à ce que vous faites. Alors, en tout cas, sur Rhône-Alpes, il existe une structure promeneur du net qui est portée, je crois, par la Caisse d'allocation familiale. Ce sont des professionnels qui sont sur Instagram et qui sont un petit peu des référents en matière d'éducation à la sexualité. Et les professionnels peuvent se rapprocher de ces promeneurs du net pour poser des questions et les jeunes. Alors, ils n'avancent pas masqués, il n'y a pas écrit promeneur du net. Ce sont, alors dans ce que tu disais, ça rejoint un petit peu, c'est-à-dire que ce sont des professionnels qui travaillent dans des structures, mais qui sont sur Instagram avec leur nom personnel. Voilà, donc ils sont reconnus. Et voilà, c'est un dispositif, alors je ne sais pas s'il existe ailleurs, en tout cas il existe sur Rhône-Alpes. Et voilà, nous c'est le travail qu'on fait par le biais, modestement, par le biais d'Instagram. Voilà, nous on n'a pas des posts très réguliers. On poste quand même pas mal, on doit poster au moins une fois par semaine. Mais voilà, on poste des événements ou de la prévention très simple, voilà. On n'est pas très... Ouais. Il faudrait qu'on s'aide vraiment le cœur, c'est vraiment par des contre, synergies. on relaie des contenus. Par contre, les collègues... Oui, c'est ça, effectivement, ça relaie les contenus. On relaie des contenus. Il faut être présent sur là où sont les jeunes, en particulier TikTok, Instagram, je pense. Il faut vraiment être présent et se mettre à leur niveau. Je pense que vraiment la clé, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire en fait, je me mets au même niveau que tout le monde. Et en fait, voilà, forcément, les gens se confient plus, se lâchent plus, etc. Faut également, effectivement, sur le terrain, donc on éduque les parents. Il faudrait que sur le terrain, collège, lycée, déjà que la loi soit respectée, qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui interviennent. Moi, typiquement, quand j'ai commencé à intervenir sur le terrain, et que quelqu'un m'a dit « Charline, il faudrait que tu nous formes », et j'étais là en mode... Alors moi, j'avais pas prévu de former les professionnels qui interviennent, mais j'ai reposté ça, et j'ai reçu littéralement, en 24 heures, 500 personnes qui m'ont dit « Tu commences une formation, on vient ». C'est-à-dire, en fait, il y a également énormément de forces vives qui ont envie de faire bouger les choses, et je pense, mais réellement, c'est-à-dire avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde est prêt en fait à reprendre le flambeau, et voilà, moi j'ai envie d'être optimiste et de me dire que sur le terrain, il y a des gens qui sont prêts à se former, intervenir, on va peut-être arriver à créer des synergies pour que à la fois les expertises de réseaux sociaux et de fédérations de grosses communautés, on puisse travailler avec des personnes qui puissent accueillir les questions, avec des professionnels de santé derrière qui puissent recevoir les patients, patientes. Voilà, il y a sans doute des choses à faire, mais ce que je dis souvent, c'est il y a des trous dans la raquette parce qu'on est au début d'un cycle. Je veux dire, MeToo c'était 2017, c'était il n'y a même pas 4 ans. Faut vraiment déjà mesurer en fait le travail qui a été fait.
ces énormes communautés qui ont la chance de pouvoir s'éduquer sur Instagram alors que c'était pas le cas avant, et également de tout ce qu'on voit comme difficulté. Alors moi j'ai moins l'angle IST, prévention des grossesses, etc. Par contre, ce que je constate, parce que j'ai également des mineurs qui me suivent et qui posent énormément de questions, c'est disproportionné par rapport au pourcentage, mais énormément de questions de violence en fait sexuelle très jeune. 16 ans, 17, 18 ans, en fait, il y a la violence sexuelle, et dans les couples en particulier, elle n'attend pas le nombre des années, et en fait, il y a des vrais gros sujets, en fait, très très jeunes. La question du plaisir également, c'est-à-dire on leur dit rien du tout, en fait, sur comment fonctionne leur corps, voilà, même sans parler d'inclusivité, mais même dans les couples cis, hétéros, c'est l'enfer, en fait, C'est de la reproduction, donc bizarrement, en fait, elle n'a jamais d'orgasme. Et voilà, enfin, je veux dire, et c'est des personnes qui sont extrêmement malheureuses, qui finissent par avoir une sexualité subie. Ça fait 6 mois qu'elles ont commencé leur sexualité, elle est déjà subie, et le viol conjugal est systémique chez les lycéens, mais juste parlez-en. Enfin, moi, voilà, je pense qu'il y a plein de sujets, mais en fait, on commence aujourd'hui simplement à avoir un peu des réalités de ce qu'il y a sur le terrain. Et voilà, soyons aussi indulgentes avec nous-mêmes, en fait, ça va avancer. T'as évoqué TikTok, on s'y essayait, je crois, sur Sexualité Info Santé. Oui, enfin, on a commencé à faire des petites vidéos, et on en a quelques-unes, et on va bientôt ouvrir un compte TikTok quand on aura un petit pool de vidéos. Mais là, il y en a 5 ou 6, voilà. On essaye de suivre un peu les modes sur Instagram et TikTok. Voilà. Merci. On m'a déjà pas mal déblayé de questions. Est-ce que dans la salle, dans l'assistance, il y aurait des questions à poser à l'une ou l'un de nos intervenantes? Oui, Fred. Et puis, je vois pas derrière. Laurent. Et Laurent, Fred et Laurent, s'il est possible de leur apporter un micro. Merci. Ma question est pour Charline. Comment on fait pour répondre à 700 messages privés par jour à 2? Comment on fait humainement pour faire On n'a pas de vie. Non, mais en fait, derrière cette question, je pose aussi la question, est-ce que c'est normal que des personnes fassent ça bénévolement alors qu'il y a des institutions, il y a des associations, il y a des salariés est-ce qu'il n'y aurait pas des synergies à faire, Nicolas, avec Santé publique France, je ne sais pas, puisque vous êtes à côté, parlez-vous. On va en parler la semaine prochaine. Ok. Et Laurent, je crois. Voilà. Bonsoir, je suis Laurent, je suis le président des Séropotes. Voilà. Mais là, j'interviens en tant qu'enseignant, puisque ma profession, je suis directeur d'école dans le primaire. Et c'est pour apporter de l'eau à votre moulin sur la place de l'éducation nationale et les difficultés que peuvent rencontrer les professionnels qui sont face aux élèves sur la formation, le manque de formation, et du fait de ce manque de formation, la non-application de ce que nous devrions mettre en œuvre, et ce, non pas à partir du collège avec les 3 séances obligatoires, collège-lycée, pardon, mais en parlant simplement de la petite phrase. Il y a une phrase dans le programme primaire sur lequel nous devons aborder la sexualité dans le primaire, et je pense qu'avant que les enfants justement n'entrent dans l'âge adolescence, il est extrêmement important d'avoir pu parler de son corps, de son ressenti et de ses sentiments. Et qu'à partir de là, on sera peut-être un peu plus armé à affronter aussi nos réseaux sociaux, nos internets et autres qui sont d'une violence terrible quand on parle de la pornographie et qu'on a que ces images comme entrée dans la sexualité. C'est très compliqué, et selon les publics auxquels on s'adresse, on a beaucoup, hélas, de nos enfants qui n'ont que cette entrée dans la sexualité. Alors, si je peux me permettre juste de répondre sur la question du porno,
parce que c'est un sujet qui me chatouille un peu et qui me tient à cœur. Je pense qu'on doit faire attention à nos propres représentations d'adultes et d'éducateurs sur la pornographie et se rendre compte que les clichés transphobes, sexistes, racistes qui sont véhiculés par la pornographie, on les retrouve dans James Bond, dans les comédies romantiques, etc. D'ailleurs, Charline avait sorti cette statistique qui est sur la sexualité qui est représentée dans des films non pornographiques. Donc elle est pas montrée de manière gynécologique, mais elle est évoquée ou vue, quoi. Il y a quel chiffre 73% où c'est pénis dans vagin, point barre. Donc bien sûr, la pornographie, c'est des contenus qui sont très variés et qui peuvent avoir plein de défauts, etc. Mais je pense qu'on doit faire attention à pas isoler en fait la pornographie en tant que contenu et à la prendre en fait comme un des contenus qui existent et dans le paysage culturel, je veux dire, et qui véhicule des stéréotypes, des choses comme ça. Mais donc du coup, enfin, diaboliser la porno, ça peut être un souci parce qu'en fait, je veux pas vous prêter cette attention, mais je veux dire en tout cas la singulariser comme ça peut être un peu, ça peut être un petit peu un souci de ce point de vue-là, d'autant qu'en fait c'est un endroit, alors certes imparfait, mais c'est un endroit qu'utilisent des jeunes pour se renseigner sur c'est quoi la sexualité, à quoi ça ressemble. De nombreuses personnes LGBT, surtout sur les générations un peu avant, c'était un des seuls endroits où elles se voyaient représentées parce qu'elles n'existaient pas dans des séries Netflix, dans des films grand public, etc. Le seul endroit où elles se voyaient exister, c'était dans du porno gay, par exemple. Donc, je pense que c'est important de remettre ça à sa place, si je peux me permettre. Tu t'es permis. Une question pour Véronique, sur le devant de... Voilà. Merci. Je vais reprendre ma casquette du quotidien, c'est-à-dire planning familial Auvergne-Rhône-Alpes, quand je suis la coordinatrice, qui est une très grosse structure dans notre région. Par rapport à l'éducation nationale, alors, on peut dire c'est déconnant, la loi n'est pas respectée, mais en même temps, il faut activer quelques leviers, et je pense qu'on a dû activer les bons. Cette année, on a été sollicité par les 3 rectorats de notre région sur cette question pour consolider les statistiques. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire dans l'éducation nationale et ce qu'ils font eux sur les questions d'éducation à la sexualité pour améliorer la situation, prendre aussi exemple sur des établissements qui font plutôt pas si mal les choses, mettre plus de moyens là où il n'y a rien du tout. Ce que ça m'évoquait quand je vous écoutais toutes parler tout à l'heure, c'est la question de la ruralité qui n'est pas du tout évoquée, mais qui est la majorité de tous les territoires. Nous, c'est 80% du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, malgré 3 métropoles. Les gens, il n'y a rien autour de chez eux. Orientation zéro. Donc, il y a besoin, alors certes, d'aide à distance, mais pas que, ça ne suffit pas. Et quand on ne peut pas bouger d'un endroit, donc on fait beaucoup du aller vers, et avec l'éducation nationale aussi, si on les a pas comme partenaires, on complexifie encore un peu plus l'histoire. Donc nous, on essaye en tout cas de travailler avec eux. Et je pense que cette année est une grande année, puisqu'on va donc consolider les statistiques, et ils nous sollicitent sur des formations autour de la transidentité, par exemple. Et donc on se dit, du coup, si les rectorats se disent que c'est important de former leur professionnel, leur personnel sur ces questions, ça veut dire que ça bouge un peu. Les lignes bougent, même si je suis convaincue que ça s'appuie sur des personnes et pas sur une institution. Voilà, c'est parce qu'on a des personnes au sein de l'éducation nationale, mais c'est pas la machine qui bouge. Mais ça, c'est complètement nouveau, puisqu'il y a 3 ans, on n'arrivait même pas à avoir les statistiques, donc du coup, c'est un grand pas en avant, ça. On va croiser les doigts. Merci. On n'arrivait pas à avoir le nombre de pilules du lendemain qui étaient distribuées par l'éducation nationale, et on demande ça depuis que l'éducation nationale peut donner des pilules du lendemain. Y a-t-il d'autres remarques, questions, réflexions ? Non, il semblerait. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit mot de la fin de cette table ronde ?
chacun, chacune. Hein. Non, ok. Ben moi j'ai envie d'être optimiste, voilà. Voilà, ça bouge, je sais qu'il y a une présidentielle l'an prochain, peut-être que là où il y a des risques, il y a peut-être également des opportunités. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des personnes qui s'engagent en fait réellement. Moi je le dis souvent, l'éducation à la sexualité, la santé sexuelle, c'est un enjeu de santé publique. Il est impératif, et d'ailleurs j'en parle vraiment dans mon livre, je m'adresse aux parents et j'ai dit en fait réellement, si vous avez envie que votre enfant soit en bonne santé, emparez-vous du sujet. C'est à vous de vous emparer du sujet, de surmonter vos peurs, parce que vous avez des peurs en fait, et c'est normal, on n'a rien reçu et c'est très difficile de donner, de transmettre quand soi-même on n'a pas reçu grand-chose. Et pour autant, les parents ils s'y collent, notre génération s'y colle, et à mesure, je pense que les générations avancent là. Je pense qu'il y a un certain nombre de parents qui sont éduqués par leurs propres ados, par leurs propres enfants, et ça va prendre du temps, mais on va y arriver. On est également aidé, on n'en a pas parlé, mais on est aidé par des productions, Netflix. Moi je remercie Netflix pour Sex Education, je les remercie pour Sense8, pour Euphoria, pour de la visibilité en fait, d'identité, d'orientation, etc. En fait, moi j'ai la sensation qu'on va dans le bon sens. Ça va jamais assez vite à notre goût, on est d'accord. Oui, il y a quelques petits burn-out entre-temps à se prendre dans la gueule, mais ça va dans le bon sens. C'est presque une conclusion, mais Radia, derrière, tu m'as interpellée parce que tu avais une question. Parce que comme je suis derrière toi... Attends, avec le micro. Voilà, je suis derrière toi, j'avais levé le doigt, mais tu m'avais pas... Je t'ai pas vu. En fait, je m'interroge, parce qu'on parle depuis le début de la table ronde de l'éducation nationale, du rôle de l'éducation nationale dans l'éducation à la sexualité des enfants. Et je me pose la question, en fait, quel est le rôle des parents? Est-ce que les parents ont un rôle, ils doivent jouer un rôle dans l'éducation à la sexualité de leurs enfants, ou il faut qu'on s'attende à ce que tout soit fait par l'éducation nationale? Là, Charline, tu as un peu répondu en disant dans l'autre sens, en disant que les parents allaient être éduqués par leurs ados, mais voilà, ça ne répond pas à ma question. Est-ce que les parents ont un rôle ou est-ce qu'on leur enlève tout le rôle et on attend que ce soit l'éducation nationale qui fasse tout? Je ne vais pas répondre à la question de Charline, je pense qu'elle est complètement... Moi, ma réponse, elle est là. Ma réponse, c'est parents, éduquez-vous. Voilà, éduquez-vous et vous allez voir, vous allez franchement... Voilà, j'espère que vous allez goûter et vous allez dévorer et partager avec vos enfants. En fait, je pense réellement, les parents font l'impasse. On fait l'impasse longtemps sur le sujet, mais bizarrement, on ne fait pas l'impasse sur les recettes familiales, l'histoire, les valeurs. On transmet tout à ses enfants. Et pourquoi est-ce qu'il y a le seul sujet sur lequel on ne transmet pas? Eh bien, c'est ces sujets autour du corps, des sentiments, de la relation à l'autre. Et en fait, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps en fait de différencier sa sexualité de la sexualité. Ça prend énormément de temps, et de maturité. Il faut déconstruire tout ça. Et voilà, moi j'ai essayé de les prendre par la main pour faire en sorte que ce soit le plus doux, sympa, inspirant, et qu'à la fin du livre, la connexion parent-enfant soit plus forte que jamais. Voilà, et j'espère fabriquer plus de générations comme ça. Mais voilà, moi je suis convaincue qu'en premier lieu, l'éducation elle se fait à la maison. Et que le rôle de l'éducation nationale, comme pour 1000 autres sujets comme l'alphabétisation, le reste, essaye de remettre un peu d'égalité là où il n'y a pas d'égalité, parce que dans les familles, il n'y a jamais d'égalité. Donc voilà, mais en tout cas, pour les parents qui le souhaitent, il y a ce livre-là, et l'école, Mais je pense que c'est complémentaire aussi quand même, que je pense que ce qui est bien, et dans notre panel, et de manière générale depuis maintenant on va dire 10 ans à peu près, la multiplication des sources d'infos, c'est que justement c'est complémentaire, et des fois il y a des parents, je pense qu'on peut aussi dire ok, vous êtes archi mal à l'aise, même si, imaginons même ils ont fini ton livre, ils sont encore mal à l'aise, c'est ok aussi, et du coup c'est à cet endroit là que soit l'éducation nationale, soit les assos, soit les institutions peuvent, soit les amis aussi qui sont une source informelle. Les réseaux, les séries prennent leur relais. En fait, il faut tout un village pour élever un enfant. Les parents font leur part et tout le reste du village également.
Merci. Alors ça doit susciter beaucoup de, ben voilà, de réactions. Oui. Ajouter en conclusion, par rapport à ce qui a été dit ce matin, pour le planning familial, l'arrivée du sida, ça a ouvert nos consultations aux hommes, aux jeunes gars. C'est-à-dire que quand je suis rentrée au planning dans les années 98, on ne recevait quasiment pas d'hommes au planning familial, en tout cas de Saint-Étienne, et on n'impliquait pas les garçons dans la démarche contraceptive de leur compagne, et que le dépistage, eh ben, ça nous a emmené un public masculin, et ça a permis de travailler une égalité. Voilà. Dans un cadre hétéronormé, hein, bien entendu, puisque là on est sur la question de la contraception. Mais en tout cas, on donne la possibilité d'associer de jeunes gars à la contraception, ou du choix contraceptif qui est partagé aussi, qui peut être partagé. Donc ça, ça fait partie du côté positif. Merci. Il est temps de conclure cette table ronde. Vous remercier bien évidemment d'avoir accepté de participer à cette table ronde qui a été riche finalement en échange. Il y a sûrement beaucoup de questionnements et puis de partage encore à faire ensemble. J'entendais la salle s'agiter et je me disais, si ça se trouve, ils sont en train de continuer ou d'avoir saisi quelque chose qu'on était en train de se dire et ils se partageaient dans le fond de la salle. Donc c'est plutôt pas mal et on va peut-être pouvoir le faire ensuite, autrement. Ce que ça a mis en évidence pour moi, c'est effectivement le besoin de complémentarité, de diversité. C'était vraiment nécessaire pour, si on voulait s'adresser à toutes, à tous, à chacun et à chacune. Donc de ça, merci. Et quoi dire donc que cette question, elle se pose, elle va se poser encore, en fait. Et tant que les sexualités seront des sujets compliqués à aborder en famille, à l'école, dans la société, il y a de la place pour la créativité, l'inventivité. On n'a pas fini le job là. Donc merci à vous encore. Et merci pour la qualité aussi des échanges. Merci à vous toutes et tous. Et il est temps de la conclusion du colloque. Donc je vais demander à Aram de bien vouloir me rejoindre.